Cette vidéo commence avec une question auquel il est important de réfléchir, que je vous ai posée dans le fil de discussion là, du Google Classroom. Est-ce que réussir, c'est comprendre? Donc, j'espère que vous avez pris quelques secondes pour y réfléchir là, avant de voir la vidéo. Sinon, je vous invite à faire pause. Puis, dans quelques secondes, on viendra déterminer si réussir, c'est comprendre en se parlant de la compréhension conceptuelle. On va commencer par un retour en arrière où, avant, l'enseignement des mathématiques était vraiment basé là, sur une mémorisation de procédures ou de concepts. Je recommence, non, sur la mémorisation de procédures, pas de concepts, mais sur une mémorisation de techniques, de trucs. Puis, on s'est rendu compte que cet enseignement-là avait des contre-coups chez les élèves. Dans ces contre-coups-là, entre autres, on se rendait compte que les élèves n'étaient pas capables de transférer en contexte de résolution de problèmes. Puis on se rend compte aussi que dans le contexte de la vie de tous les jours, les élèves éprouvaient des difficultés. Puis quand venait le temps de complexifier la connaissance, de complexifier les savoirs, lorsque l'élève progressait dans ses apprentissages, dans son curriculum scolaire, les élèves éprouvaient des difficultés parce que la base était une somme de mémorisation de procédures au lieu d'être la compréhension, en fait. Donc, parce que les bases n'étaient pas solides, c'était difficile d'atteindre une compréhension, là, je vais dire, de haut niveau. Donc ça, autour de ça, on a eu un consensus scientifique qui était quand même fort. L'ensemble des chercheurs, des didacticiens s'entendent pour dire que c'est une façon de procéder qui, à court terme, là, très, très court terme, c'est dans les minutes, dans les jours qui suivent, peut sembler satisfaisante pour les enseignants parce que les élèves peuvent réussir. Mais sur du long terme, au long cours, ça fonctionne pas parce que les élèves ne comprennent pas. Donc, on peut très bien en mathématiques réussir sans comprendre. Je peux très bien remplir un Google Form, puis ou faire toutes les opérations mathématiques demandées dans ce Google Form-là ou sur une page de cahier d'activité, puis les avoir bien, sans vraiment comprendre ce que j'ai fait. Puis quand viendra le temps de les appliquer dans un problème écrit, j'aurai des difficultés parce que la compréhension ne sera pas là. Donc, la compréhension conceptuelle est très importante. Puis c'est quoi comprendre un concept? C'est savoir, premièrement, de quel concept on parle. Puis pourquoi je devrais le connaître? Donc, le quoi et le pourquoi du concept. Si je donne un exemple avec les multiplications, on va le nommer aux élèves. On va les aider à cerner les morceaux qui vont être essentiels à leur compréhension pour qu'ils soient capables, dans les problèmes écrits, de voir que ce concept-là pourrait être utile. Donc, on va le nommer aux élèves qu'on va apprendre la multiplication, qu'on va apprendre le sens de cette opération-là. Puis pourquoi on va apprendre le sens? On va en parler, puis on va aussi vraiment rendre explicite tous les sens de la multiplication. Qu'une multiplication, c'est pas juste une addition répétée. Il peut y avoir aussi une idée de combinaison aussi, ou une disposition rectangulaire dans la multiplication, puis il y a d'autres sens là-dedans. Fait que c'est de le rendre explicite aux élèves pour leur donner des prises, pour que quand ils se retrouvent dans un problème de la vie de tous les jours, dans un problème d'ordre un peu plus scolaire, qu'ils soient capables de retrouver ces morceaux-là, puis d'utiliser le bon concept. Puis là, dans retrouver ces morceaux-là, je suis vraiment pas dans l'idée de on a dit de plus, donc ce sera une multiplication, une division ou une addition, ou on a dit de moins. Je suis vraiment, vraiment pas là-dedans. Ça, on va en parler dans une capsule plus loin. Mais je suis vraiment dans l'idée du sens de la connaissance, du sens du savoir. Ça va être aussi de faire des liens entre les éléments d'un concept. Donc, si je reste avec ma multiplication, une fois que j'ai compris son sens, puis que je connais mon tableau de numération, comment ça se comporte, cette affaire-là, comment ça fonctionne, mais quand il vient le temps de faire l'algorithme, ça va être de faire des liens entre le sens de ma multiplication puis mon algorithme conventionnel. Puis ça, on peut aider les élèves à le faire avec des questions. Pourquoi tu penses que je mets une retenue là? Qu'est-ce que signifie cette retenue? Comment je vais m'y prendre pour le faire? Si je décide de le faire avec du matériel, comment je le ferai? Comment je rendrai visuelle cette multiplication-là? Donc, ça peut être des questions qui viennent faire progresser l'élève dans sa compréhension conceptuelle en faisant des liens à travers un même concept. Puis, il y a aussi l'idée de faire des liens entre divers concepts. Si je lâche ma multiplication puis que je m'en vais là, du côté des nombres décimaux, quand je comprends ce qu'est le nombre décimal, puis son sens, puis qu'ensuite je m'en vais dans la mesure, si je dis aux élèves qu'on a deux
2 et 3 dixièmes de mètre, ben que va représenter mon 3 dixièmes? Ben à ce moment-là, je peux avoir une fichue belle conversation avec eux parce qu'ils pourraient me répondre que ça représente que j'ai pas tout à fait un mètre au complet, mais une partie. Oui, d'accord, mais laquelle? C'est 3 dixièmes. OK, c'est 3 dixièmes, mais ça représente quoi 3 dixièmes dans le contexte où j'étais? Ben, ça représente les 3 dixièmes d'un mètre. Ça peut représenter 30 centimètres, ça peut représenter 3 décimètres, ça peut représenter mes décimètres, ben, peut-être que vous avez les réglettes en classe, là, les oranges. Donc, il y a quelque chose là de vraiment intéressant où on vient vraiment enchasser deux concepts ensemble qui vont aider à travailler la compréhension du concept. Pourquoi on le fait? Je recommence. Qu'est-ce que ça va nous donner de le faire? Ben, ça va diminuer la quantité d'éléments à retenir pour les élèves. Dans l'exemple que je vous ai donné, les élèves verront probablement d'un autre œil l'étude à attribuer au niveau de la conversion de mesure. Parce que quand on comprend notre conversion avec les nombres décimaux, ben, ça vient changer le nombre de données qu'on a à apprendre par cœur. Puis parce que j'en ai moins à apprendre par cœur, puis parce que je comprends aussi le concept mathématique, ben, c'est plus facile de les retenir, donc ça favorise la rétention. Puis là, ben, on pourrait se dire, oui, mais là, une fois que je sais ça, puis je pense que généralement, je travaille comme ça parce qu'on se souvient que la perfection n'est pas de ce monde, donc tout le monde a autant à faire pour le mieux. Puis là, ben, on pourrait retrouver là, des enjeux puis avoir de la difficulté à y arriver. Donc, je le fais, mais mon élève, finalement, ben, en résolution de problème, on dirait qu'il oublie, qu'il oublie qu'il savait multiplier ou qu'il oublie la division. C'est en fait que la compréhension conceptuelle toute seule va elle aussi avoir ses limites. Il faut venir la pairer avec la flexibilité et la fluidité. Puis là, je vous ai vraiment écrit là, en bas de la diapositive, attention, ceci est important, parce que ce diagramme-là que vous allez retrouver encore dans le référentiel d'intervention, c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas oublier quand on anime en mathématiques, de travailler ces trois pôles-là en même temps dans les situations qu'on va proposer aux élèves. En même temps, dans notre planification, là, parce que la flexibilité, ben, elle se vit là, des fois dans la leçon, mais aussi à travers plusieurs leçons. Puis on va justement en parler davantage. Donc, c'est quoi la flexibilité? Ben, c'est en fait que l'élève, on va chercher à développer avec l'élève, on l'entraîne à trouver plusieurs façons d'effectuer une même tâche. Donc, si je parle, admettons, de une addition, 40 plus 15, ben l'enfant pourrait dire 40 plus 15, ben ça peut être... non, tiens, on va dire 44 plus 15. Ben ça peut être 40 plus 10, plus 4 plus 5. Ça peut être aussi, j'additionne 10 plus 10 plus 10, plus 10, plus 10, puis ensuite j'additionne mes unités. Ça peut être carrément l'algorithme conventionnel, 44 plus 15. Je pourrais le faire avec du matériel. Puis là, encore une fois, mais pour développer la flexibilité, mais je pourrais varier le type de matériel auquel l'élève a accès, soit le varier dans la nature du matériel, ou encore le varier avec la quantité de matériel. Donc là, si je travaille avec mes jetons ou avec mes blocs multibases, puis que je donne accès aux élèves aux unités puis aux dizaines, ben c'est une affaire. Si, au contraire, je donne accès aux élèves que aux unités ou que je limite le nombre de dizaines, la stratégie va être différente. Donc, on vient jouer avec différents paramètres pour offrir aux élèves puis leur demander de connaître plusieurs façons d'effectuer une même tâche. Puis ça, je vous dirais qu'on le fait au quotidien. Tu as trouvé la réponse, c'est parfait. Essaie de trouver un autre chemin pour t'y rendre. Essaie de trouver une autre stratégie. L'exemple que je vous ai donné, là, mon 44 plus 15, je pense que j'avais dit, cet exemple-là, ben, il est très maîtrise de savoir, hein? Il est très décontextualisé, mais on va le faire aussi en résolution de problèmes avec les stratégies. Donc ça, je sais que je l'ai nommé, mais je vais juste le préciser parce que c'est important. Quand on travaille la flexibilité, on peut le travailler avec la notion, mais on va le travailler aussi avec la stratégie. Donc, tu as réussi très bien. Trouve un autre chemin pour réussir. Quelle autre stratégie aurais-tu pu utiliser? On va même demander à l'élève parfois d'aller chercher sa créativité en inventant des façons de résoudre le problème. Donc, on fermera pas la porte, tu sais, si on parle d'une décomposition, ben on fermera pas nécessairement la porte à plusieurs façons de décomposer le nombre. On va laisser les élèves laisser libre cours à leur créativité mathématique. C'est la même chose en contexte de résolution de problème. Vous allez voir que si on propose une résolution de problème où les enfants ont une connaissance intuitive d'un concept mathématique,
mais tu sais, n'ont pas une connaissance là, très développée. Fait que si, je vais vous donner un exemple plus simple, si je veux commencer l'apprentissage de la fraction, les élèves connaissent depuis longtemps ce qu'est la demi, ben peut-être que dans un problème mathématique, je serais capable d'en proposer un avant qu'on avance trop dans la notion de la fraction. Donc, proposer une résolution de problème pour que les élèves aillent chercher différentes connaissances dans leur sac à dos, dans leur sac à outils. C'est pas nécessairement la fraction, mais qui vont être capables de résoudre le problème. Puis à ce moment-là, je vais avoir vraiment plusieurs types de stratégies parce que les élèves vont avoir utilisé divers concepts, puis probablement auront construit une partie de réponse qui sera probablement très, très, très intéressante ou qui donnera beaucoup d'informations sur leur compréhension actuelle. Généralement, on va se trouver dans cette situation-là quand on fait une résolution de problème où on va vouloir que les élèves apprennent par le biais de cette résolution de problème-là. Ça, on va en parler la semaine prochaine, je crois. Là, la mémoire me fait défaut, mais on va en parler plus tard dans le détail de comment on peut s'y prendre pour animer dans ce contexte-là. Quand je travaille ma flexibilité, je vais aussi venir optimiser. Donc là, c'est beau, on a inventé des stratégies, on en connaît plusieurs, mais tu sais, il y en a là-dedans qui vont être plus efficaces, puis à un moment donné, ben, on ne veut pas calculer de midi à 14 heures non plus. Donc, laquelle va être la plus efficace? Donc, on les entraîne à inventer, on les entraîne à en trouver plusieurs, puis on les entraîne aussi à les juger, si on veut, pour aller chercher celle qui sera la plus efficace. Puis ça, là, c'est un entraînement. On le fait avec les élèves dans des séances de partage après une résolution de problème, avant qu'ils sachent la réponse. On fait le tour des stratégies qu'il y a eu dans la classe. On leur demande, peut-être certains vont l'avoir inventé, on va le voir parce que ce sera pas un contexte familier. Donc, ils auront probablement inventé une façon de faire. Donc, on les questionne autour de ça. Puis ensuite, ben, on leur demande, à la lumière de toutes les stratégies qu'il y avait dans la classe, laquelle semble être la plus efficace. La dernière sphère, c'est celle de la fluidité. La sphère de la fluidité, là, c'est la sphère où on va essayer d'aller chercher une espèce de, j'allais dire encore fluidité, une espèce de rapidité, si on veut. Un peu comme la fluidité en lecture, mais on veut que l'élève, là, on veut que ça roule, là. Donc, on veut au départ que l'élève puisse connaître, que l'élève soit capable de retenir, puis que l'élève soit capable d'automatiser un peu tout ça, là. Donc, par exemple, si on parle, l'exemple le plus facile, c'est les faits numériques. On veut que les élèves connaissent les faits numériques. On veut qu'ils les comprennent parce qu'on l'a travaillé avec eux, on les a construits avec eux. On veut qu'ils les retiennent. Mais après ça, on veut que ça roule, hein? On veut qu'ils les connaissent. On veut que la mémoire joue son rôle, si on veut. Cette fluidité-là est importante. Puis je vous dirais que quand on travaille en arrimage primaire-secondaire, c'est une des choses que j'entends le plus rapidement dans les rencontres. Rendu au secondaire, les élèves devraient connaître leur table sur le bout de leurs doigts. Puis il faut pas se gêner au primaire de faire un travail là, sur la mémoire, puis des données en études pour que les élèves les connaissent bien, pour avoir une rapidité rendue en secondaire 1 quant à la résolution de problèmes. Donc, ça m'amène à la diapositive suivante, où celle-ci, je veux vraiment revenir, appuyer l'idée ou faire du pouce sur l'idée qu'il faut vraiment avoir une interrelation entre les trois sphères. Donc, c'est pas des sphères, plutôt c'est des cercles. Donc, entre les trois cercles. Donc, juste la compréhension conceptuelle, ça risque d'être encore un peu difficile pour l'élève. Je vais prendre l'exemple des faits numériques. Je reprends cet exemple-là. Je travaille ma compréhension conceptuelle en construisant les faits numériques avec les élèves, soit de la multiplication ou encore là, de l'addition. Donc là, on va aller avec un exemple chez les petits, ben, on va apprendre qu'est-ce qui fait 5. Fait que je vais apprendre que 5, ben, c'est 2 plus 3. Puis je vais construire avec ma boîte de 5, puis avec les enfants, tous les faits numériques. Je vais aller chercher de la flexibilité parce que je vais trouver plusieurs façons de faire 5. Fait que c'est 2 plus 3, mais c'est aussi 3 plus 2. C'est 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1. Puis là, on continue comme ça pour trouver toutes les façons. Puis on va venir optimiser en disant que 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1, mais là, c'est peut-être pas très optimal comme calcul, mais que 4 plus 1 l'est beaucoup. Puis ensuite, on va aller chercher la fluidité. Donc, la fluidité, ben, on va aller chercher un travail au niveau de la mémoire où l'élève va être capable de calculer rapidement les faits numériques. Puis ça, ben, on va être autour du 2e cycle. Donc, dans ce diagramme-là, ce qui est important de retenir, c'est vraiment l'interrelation des trois. Il faut toujours garder en tête lorsqu'on travaille en animation, en mathématiques.
Je le sais que là, on a été très théorique, là, puis c'est peut-être plus facile à dire qu'à faire. Donc, on va aller voir dans le pratico-pratique, là, dans le concret, comment on peut s'y prendre. Donc, premièrement, là, excusez-moi, il y a une coquille, là, je viens de voir qu'il y a une coquille dans la diapositive, mais premièrement, on va favoriser des allers-retours entre les problèmes en contexte, les problèmes décontextualisés, entre des différents types de tâches, différents problèmes, puis avec le différents matériels. Donc, si je le dis autrement, ben, on se gênera pas, même si on est rendu relativement loin dans l'apprentissage d'un concept, de revenir à des tâches décontextualisées, donc de revenir à des tâches de maîtrise, pour après ça proposer quelque chose de plus contextualisé. Après ça, ben, des types de problèmes. On va penser à proposer des problèmes où les inconnus sont pas toujours au même endroit dans notre équation, par exemple, ou parfois j'ai un effet domino, je dois trouver une réponse pour après ça faire la deuxième équation puis trouver la réponse finale. La même chose au niveau des types de tâches puis du matériel qui va être utilisé. Donc, je n'utilise pas toujours le même type de matériel, je n'utilise pas toujours ma droite numérique, je n'utilise pas toujours la boîte de disques, je n'utilise pas seulement les blocs multibases, mais je varie puis je me promène un peu dans tout type de matériel parce que chaque type de matériel va probablement travailler de façon différente la compréhension du concept. Puis va travailler aussi ma flexibilité. Ensuite, on va penser à proposer des problèmes qui vont permettre plusieurs démarches différentes. Donc, si j'ai un problème, si je propose toujours des problèmes où j'ai une seule réponse, une réponse unique avec surtout une démarche unique, ben à ce moment-là, c'est sûr que c'est difficile pour les élèves d'être innovants ou d'être créatifs. Donc, le fait qu'il y ait juste une réponse possible, c'est pas toujours, tu sais, c'est pas un enjeu là, c'est pas si dérangeant. Mais on va essayer parfois qu'il y ait plusieurs réponses, puis on va essayer aussi qu'il y ait plusieurs chemins, surtout qu'il y ait plusieurs chemins pour se rendre à une ou des réponses. On va éviter de tomber dans la routine, on va éviter de proposer toujours le même type d'activité. Je souris parce que je discutais avec ma fille hier qui a parlé de son prof. Puis c'est un enfant, c'est une pré-ado qui parle d'un prof. Fait que bon, tu sais, elle était un peu ennuyée parce que son enseignante proposait toujours le même type d'activité en mathématiques. C'est un type d'activité qui est vraiment intéressant, c'est numéro un. C'est un type d'activité qui est très pertinent, mais effectivement, dans le cahier qu'utilise ma fille, ben on retrouve ce type d'activité-là à peu près aux 2 pages. Fait que ça devient une tâche qui est routinière puis qui est familière. Puis là, ben on retire plus tout ce qui est positif, tout ce qui est intéressant de ce type d'activité-là. Donc, c'est pour ça que on va varier les tâches, puis on va éviter de toujours tomber dans le même type de tâche. On va accepter aussi le faire autrement des élèves. Parfois, les élèves nous amènent dans des pistes mathématiques qui pourraient être plus ou moins optimales ou qui pourraient être peut-être très créatives. Mais tu sais, dans une durée raisonnable, on va laisser l'élève aller au bout de son raisonnement. Il va apprendre de son erreur ou encore, il va y arriver, puis il va se rendre compte, il va pouvoir faire un constat par rapport à sa démarche, puis il aura travaillé la flexibilité, puis on aura aussi peut-être une discussion autour de est-ce que la démarche est optimale ou pas. Puis on aura probablement de belles surprises, puis beaucoup de renseignements quant à sa compréhension, puis l'élève aura travaillé aussi sa compréhension par la résolution de problèmes. Puis enfin, ben, on garde en tête, un peu comme je vous ai dit avec l'arrimage primaire-secondaire, on garde en tête d'automatiser certains concepts parce que parfois, on peut être tenté d'oublier ce bout-là, d'être juste dans la construction de la compréhension conceptuelle, mais c'est un triangle que je vous ai montré, c'est trois cercles mis ensemble, puis il faut que notre triangle demeure le plus droit possible. Donc, si je suis trop dans ma compréhension conceptuelle et que je travaille pas tout à fait mon automatisation, ben, les élèves vont subir des contre-coups de ça. Donc, on essaie de travailler un peu là, les 3 pôles de façon pas nécessairement égale, mais de façon là, à être efficace sur ces 3 pôles-là. Donc, dans la prochaine vidéo, on va regarder ensemble, parce que la formation, c'est animé, donc on va regarder ensemble comment je pourrais animer une activité pour essayer de travailler la flexibilité, la fluidité, puis la compréhension conceptuelle en une activité avec les élèves. Donc, je vous encourage à poursuivre.